Alors, un mot sur la séquence qui s'ouvre maintenant. Donc, c'est une séquence, comme vous le savez, qui est consacrée à une rétrospective un peu sur l'histoire de la gestion des déchets radioactifs et des débats publics en France. Et nous avions à l'origine 3 intervenants. Donc, Anne-Cécile Rigaille, directrice générale adjointe à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est ici. L'ASN, dont on a beaucoup parlé depuis ce matin, je dois vous le dire, vous aurez sans doute beaucoup de questions qui vous seront adressées. Il y avait également, vous avez vu sur votre programme, était annoncé Yves Lheureux de l'Association nationale des comités et commissions locales d'information. Il a eu un souci personnel, il est remplacé par Coralie Pinault, qui nous rejoint, mais s'est trompée d'hôtel, donc elle nous rejoint le plus vite possible. Mais donc on va commencer avec Madame Rigaille. Et vous avez vu sur votre programme était aussi annoncé Christian Bataille, donc qui est un ancien député. Et donc Monsieur Bataille ne boude pas le fait de venir, mais il a eu des problèmes. Il a des problèmes personnels importants et donc il ne pourra pas être là. Comme je l'ai dit, vous pourrez lui envoyer des questions et il va vous envoyer aussi un mémo où il s'est prêté à l'exercice de retracer la chronologie des décisions en matière de déchets nucléaires. Donc il a écrit un papier qu'il comptait vous présenter oralement et qui va donc vous envoyer par écrit. Donc pour l'instant, vous avez l'honneur d'avoir Anne-Cécile Rigaille pour vous, tout seul. Voilà. Et donc je vais vous laisser vous présenter. Et en attendant que vous présentiez aussi en un mot l'ASN, même si on a beaucoup parlé du gendarme de la station nucléaire, juste vous dire un peu les questions qui étaient posées. Et bien sûr, comme je vous dis à vous, comme aux autres intervenants, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Vous pouvez aussi renvoyer à d'autres la responsabilité de répondre. Il y a une question sur qu'est-ce qu'on appelle réversibilité. C'est quoi cette notion ? La question finalement, qu'est-ce qui a guidé le choix de la France entre un site granitique et un site argileux ? Et pourquoi, du coup, avoir choisi un site argileux en Haute-Marne ? Et pourquoi ce choix de l'enfouissement ? Comment on est venu, par décisions successives, à ce choix-là ? Quel impact ça peut avoir sur les nappes phréatiques ? Bon, dites-nous si vous savez ou pas, vous pouvez nous dire ou pas. Et puis des questions sur Sugeo, où en est-on ? Qui finance ? Est-ce qu'il accueillera des déchets étrangers ? Et bien sûr, ces éléments-là demandent à une séquence spécifique sur Cigéo. Donc je suppose qu'on va revenir là-dessus. Mais si vous voulez, du point de vue de l'ASN, nous donner quelques premiers éléments, vous êtes bien sûr la bienvenue. Voilà un peu toutes les questions. La parole est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est une joie et un honneur de pouvoir contribuer à cet échange avec vous dans le cadre de cette démarche de concertation. Alors, je ne sais pas, j'avais proposé peut-être pouvoir m'appuyer sur une diapo. Je ne sais pas si c'est possible de la passer. Donc, pour vous parler de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une administration. Alors, on va aller à la diapo 3 ou 4. Voilà, ça. Celle-là, elle est simple, déjà sur nos missions. Donc, on assure au nom de l'État le contrôle des activités nucléaires en France pour assurer la sûreté nucléaire et la radioprotection. Donc, la sûreté nucléaire, c'est éviter des accidents, éviter des pollutions nucléaires. Et la radioprotection, c'est la protection des personnes contre les risques liés au rayonnement ionisant pour leur santé. Donc on exerce ça auprès des grandes installations nucléaires, les centrales nucléaires, les questions de déchets radioactifs dont on va parler, mais également, voilà, on fait du contrôle dans les hôpitaux pour le scanner, pour les services qui traitent les cancers par les rayonnements. Voilà, ça fait partie de la radioprotection et donc on a des inspecteurs qui interviennent là. Alors, on a dans nos missions le fait d'informer le public et de pouvoir, du coup, permettre aux uns et aux autres de se faire une opinion, d'avoir des débats et des choix de société éclairés. Donc, la séance d'aujourd'hui est tout à fait emblématique de cette mission. Alors, si on passe à la diapo suivante, je voulais vous dire un peu ce qu'on fait dans le domaine des déchets radioactifs pour que vous voyez le genre de questions auxquelles je vais être capable de répondre. Alors, on a une mission de réglementation. Alors, la réglementation, quand c'est des principes généraux, bien, c'est le Parlement qui l'a fait. Quand c'est un peu plus technique, c'est le gouvernement. Et quand ça devient très technique sur les déchets radioactifs, en fait, l'ASN prend des décisions qui disent quelles sont les règles que devront respecter les installations nucléaires. Donc, dans ces règles, on va trouver des règles notamment sur comment faire un bon tri à la source des déchets radioactifs pour ne pas en faire partir par erreur dans la nature, comment ensuite les mettre dans des colis bien appropriés, qui soient sûrs. Et puis après, il y a des règles sur la manière dont on conçoit une installation nucléaire, des règles de sûreté, des règles de protection contre les incendies, etc. Enfin voilà, un certain nombre de règles. Le deuxième point, c'est que on donne des conseils, des avis
public, au gouvernement, sur comment faire une politique de gestion des déchets radioactifs qui soit sûre et durable et responsable à l'égard des générations futures. Donc voilà, on ne donne pas notre avis sur tout, mais sur le volet sûreté, protection des personnes et de l'environnement à court et à long terme, on donne voilà, des conseils au gouvernement. Donc ça, c'est le volet un peu sur les grandes règles. Ensuite, on a des missions d'autorisation, c'est-à-dire projet par projet, installation par installation. On va voir comment est conçue l'installation nucléaire et on va autoriser sa création. Donc le projet CIGEO, notamment, par exemple, l'ASN donnera en fait un avis et fera des étapes qui seront nécessaires pour l'autorisation de CIGEO. Alors, je dis des étapes parce que CIGEO, c'est assez compliqué, donc il y a plein de gens qui vont donner des avis et donner des feux verts, mais voilà, l'ASN aura certains feux verts à donner. Également, ensuite, dans le cours de la vie d'une installation, il peut y avoir des modifications. Voilà, le process évolue, il y a des renforcements de sûreté, ou alors l'industriel a une nouvelle idée, il veut construire un nouveau bâtiment. Donc tout ça, on étudie. Nos ingénieurs regardent avec l'aide de l'IRSN. Voilà, vous avez vu Madame Pellegrini tout à l'heure, on travaille avec eux. Et on va donner des autorisations de modification. Et puis à la fin également, jusqu'au bout de la vie de l'installation, pendant sa phase de démantèlement également, on donne des autorisations pour démanteler les installations. Alors ça, c'est du travail bureau, on va dire, avec des dossiers, des études. Et puis on a des inspecteurs sur le terrain. Donc on a 11 entités régionales et nos inspecteurs vont faire des contrôles sur les installations. Et après chaque inspection, ils rédigent une lettre qui est mise en ligne sur notre site, donc rendue publique, et qui fait état des défauts relevés au cours du contrôle. On instruit également, c'est-à-dire on analyse de manière approfondie les difficultés rencontrées par les exploitants. Ils sont obligés de nous déclarer en fait quand ils ont des incidents d'exploitation. Donc on regarde ça. Et puis également dans le domaine des déchets radioactifs, il y a beaucoup d'études qui sont demandées par l'État dans le cadre d'un acronyme barbare que vous avez sans doute peut-être déjà entendu, le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, le PNGMDR. Voilà, faut le dire vite, mais je pense qu'au bout de votre week-end, vous serez bon. Et donc, il y a des études qui sont remises par les exploitants et nos ingénieurs, en fait, les regardent, les critiquent, demandent à les compléter. Et puis, donc ça, c'est le contrôle. Et puis, on informe les publics également, comme je le disais, par la mise en ligne d'un certain nombre de documents. Alors, ils sont plus ou moins sympas à lire, on va être très clair. On reste sur un champ assez technique. Et notre but est avant tout d'être très exact, en fait, dans la manière dont on formule nos constatations et nos demandes. Voilà. Alors, il y a une ligne que je n'ai pas commentée, c'était juste qu'on donne également des autorisations de mise en colis. C'est-à-dire, vous verrez, il y a des questions sur les déchets radioactifs, on les met dans des colis, et puis après, une fois qu'ils sont bien dans leur colis, c'est quand même difficile de les en retirer. Donc, avant que ce soit fait, en fait, l'ASN, on étudie bien le processus, la recette de cuisine, en gros, que l'exploitant veut utiliser pour créer son colis. Peut-être, parfois, ça va être un colis dans lequel il coule du verre. Parfois, ça va être un colis où il va couler du béton. Et comme c'est un peu irréversible et qu'après, il va bien falloir gérer ce colis-là, en fait, c'est nous qui étudions le processus et qui donnons l'autorisation de faire cette opération. Voilà, donc je crois que j'ai été assez complète sur le champ d'action de l'ASN. Oui, merci beaucoup. Il y a eu une question qui a été posée ce matin, je la remets, si vous me permettez, sur la pile. Il y avait une question, en fait, sur qu'est-ce qui assure, en fait, l'indépendance de l'ASN, et notamment qui nomme le président et sur quelle durée de mandat. Et c'était un peu cette question, on va dire, de l'indépendance par rapport au pouvoir politique, d'une part, et par rapport à l'administration centrale. Il y avait les deux. Alors, c'est effectivement une question cruciale. Donc, ce qui assure l'indépendance de l'ASN, c'est sa modalité de direction. Donc, on est dirigé par ce qu'on appelle un collège. Un collège, donc, c'est une instance qui est composée de 5 personnes. Et donc, parmi ces 5 personnes, il y a un président. Alors, c'est lui qui est le plus visible dans la presse, mais en fait, le président ne décide pas tout seul. Et donc, il y a cette instance collégiale. Les 5 membres du collège sont nommés, alors, avec des renouvellements alors j'allais dire par moitié. Bon, pour 5 personnes, c'est pas super simple, mais en gros par moitié. Et il y en a 3 d'entre eux qui sont nommés par le président de la République, un par le président de l'Assemblée nationale et un par le président du Sénat.
Par exemple, là récemment, on a eu la nomination de Madame Tourjanski par le président du Sénat, voilà, qui a pris son poste en avril. Alors, pour assurer l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, une fois qu'ils sont nommés, en fait, ils sont irrévocables. C'est-à-dire, ils peuvent, voilà, quelles que soient les décisions qu'ils prennent, la personne qui les a nommés ne peut pas interrompre leur mandat. C'est un mandat de 6 ans. Donc, comme vous le comprenez, ils ne changent pas tous en même temps, donc il y a des recouvrements. Et également, c'est un mandat non renouvelable. Pourquoi c'est important que ce soit non renouvelable? C'est parce que si c'était renouvelable, on pourrait avoir le doute que vers la fin, pour se faire bien voir de celui qui peut renouveler, et ben, de nouveau, voilà, on se met à être un peu plus en lien, on va dire, avec l'autorité de nomination. Bon, là, c'est pas renouvelable, ça sert à rien d'essayer, donc, ben, voilà, de fait, ça assure une forme de sérénité. Voilà. Par ailleurs, le président, notamment, est nommé après une audition, donc c'est un choix du président de la République, mais il y a une audition par le Parlement qui confirme si ce choix paraît approprié. Donc ça, c'est les règles. Et puis après, il y a la preuve par les faits. Et donc, ça tombe bien parce qu'en fait, cette semaine, on avait notre compte-rendu annuel au Parlement. Donc, notre président est allé expliquer à la commission compétente, qui s'appelle, enfin, c'est pas une commission, ça s'appelle un office parlementaire, quels étaient le bilan tiré par l'ASN sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en 2020 et quelles étaient notre vision pour la suite. Et voilà, si vous tapez à vos heures perdues, pas maintenant, sur Internet, vous verrez qu'en fait, on a des discours de vérité, voilà, des discours techniques de vérité sur un certain nombre de sujets. Alors, ce qui a beaucoup retenu l'attention de la presse cette semaine, c'était les délais pour EPR, voilà, qui est un chantier qui rencontre quelques difficultés et sur lequel le président était très clair sur ce qui se passait bien et ce qui se passait moins bien. Et sur le fait que on va regarder un par un tous les problèmes et puis voir quelles sont les solutions acceptables. Et d'ores et déjà, voilà, il y a quelques années, on a déjà exigé la réparation d'un certain nombre de choses, de soudures mal faites, etc. Donc, ce sont des prises de décision qui sont assez lourdes, en fait, et qui sont permises par l'indépendance de l'ASN. Merci beaucoup. Et maintenant, vous avez pu présenter effectivement l'ASN, et c'est un point important de comprendre en quoi consiste cette autorité. Je crois que Madame Pinault nous a rejoint, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Coralie Pinault, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir remplacé au pied levé Yves Lheureux, qui devait initialement intervenir. Et du coup, pour cette séquence qui est consacrée à l'historique des décisions en matière de gestion des déchets, on va vous laisser vous installer et nous présenter l'association dans laquelle vous travaillez comme chargé de la communication et des groupes permanents, donc l'Association nationale des comités et commissions locales d'information. Et ensuite, on pourra rentrer sur les questions qui ont été posées par les citoyens qui sont ici, que vous aurez le temps de lire dans quelques instants. Et en fait, en gros, la question, c'est comment on en est arrivé au choix d'un site, au choix de la question de la gestion géologique, de l'enfouissement, et pourquoi un site argileux et pourquoi en Haute-Marne. Donc ça peut peut-être vous raconter à deux voix comment on en est arrivé là. Alors bien sûr du point de vue de l'autorité de sûreté nucléaire, et puis plutôt du point de vue de cette association qui a pour objectif d'informer le public. Donc bienvenue. Et la parole est à vous pour vous présenter. D'accord, merci. Donc, Coralie Pinault, je suis en charge de la communication et de l'activité de l'ANCLI. Donc, l'ANCLI, c'est l'Association nationale des comités et commissions locales d'information. Il y en a 35 en France. On fédère les 35 CLI avec quelques particularités qui sont la plupart donc autour d'INB type centrale nucléaire, centre d'entreposage. INB, installation nucléaire de base, pardon. Alors ici, il y a un principe de cagnotte, oui. Donc vous allez devoir payer maintenant. D'accord. Donc, installation nucléaire de base, civile, donc, et puis pour certaines militaires. Donc, on a quelques centres d'information qui sont autour aussi des installations nucléaires militaires. Et la particularité pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc le CLIS de Bure, qui lui est un comité local d'information et de surveillance, donc autour de Bure. Donc notre objectif, en fait, c'est bien de fédérer 35 commissions locales qui sont implantées dans les territoires, avec les acteurs locaux des territoires. Donc, dans ces acteurs locaux, on retrouve en premier lieu les élus, qui sont représentés à 50%, et ensuite les représentants des organisations syndicales, représentants d'associations de protection de l'environnement et de riverains,
et ensuite des experts locaux, que ce soit du monde économique, de la santé, ou tout autre expert en fait, qui a une compétence particulière et qui a un intérêt particulier pour les installations nucléaires. Voilà pour un premier tour. Merci beaucoup. Alors donc, les questions qui ont été élaborées avant que vous arriviez, il y en aura sûrement plein d'autres qui vont arriver après vos interventions, étaient sur voilà, pourquoi le choix de l'enfouissement, pourquoi le choix de la France d'opter pour un site argileux et non pas granitique, pourquoi d'ailleurs ce site en Haute-Marne, comment on en est arrivé là, et puis des questions plus sur comment font les autres pays, est-ce qu'il y a déjà eu d'autres enfouissements ailleurs, et s'il y en a, où et comment ça se passe. Comment font les autres pays, donc ça je vous l'ai dit. La notion de réversibilité qui interroge beaucoup. Et puis d'autres questions plus précises sur notamment l'impact de l'enfouissement sur les nappes phréatiques. Et sur Cigéo, où en est-on? Qui finance? Et est-ce qu'il va accueillir des déchets étrangers? Et comme je disais précédemment à Madame Régaille, bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé de répondre sur tout. Il y a demain une présentation détaillée de Cigéo, donc sentez-vous libre de répondre à ce qui vous inspire par rapport à vos structures et votre champ de compétences. Voilà, peut-être... Ah oui, il y a des... Exact, il faut un peu jouer avec les lingettes et bien après on est bon. Merci. Oui, voilà, oui, c'est le problème de cette période. Alors, moi, je vais prendre une question facile parce que je crois avoir vu que vous aviez des éléments dans le livret d'information, il me semble, sur la question de comment font les autres pays. Alors l'information intéressante, c'est qu'en fait, tous les autres pays considèrent que c'est une question difficile, la gestion des déchets radioactifs présentant le plus de radioactivité. Alors, je cherche pendant ce temps-là. Et donc, je crois que vous avez une petite liste à un moment sur où ils en sont. Alors, en fait... ceux qui ont fait le même choix, vous dites. Oui. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de pays qui ont une idée géniale pour faire autrement. Voilà. C'est la réponse à la question, c'est on n'a pas d'alternative industrielle démontrée. Ce que font les pays quand ils décident de ne pas trop s'en occuper, c'est qu'ils laissent leurs déchets radioactifs dans des hangars. Voilà. En attendant. C'est effectivement ce qui a été évoqué comme exemple précédemment, l'exemple des États-Unis, tout à fait, qui a été évoqué dans la séquence précédente. Oui, voilà. Alors les États-Unis, en fait, ils ont un projet qui est un peu une arlésienne. Ils ont un projet de faire du stockage géologique à Yucca Mountain, alors qui varie en fait en fonction de la couleur républicaine ou démocrate du gouvernement. C'est-à-dire c'est un projet qui fait énormément de stop and go. Et qui par ailleurs, alors je vais faire deux remarques en quoi c'est un peu différent de la France. Le premier, c'est que c'est une roche qui est une roche, c'est du teuf en fait. Donc c'est une roche, vous savez, un peu en forme d'éponge. Voilà, donc avec plein de petites bulles dedans. Donc c'est très différent de l'argile. Donc c'est assez difficile du point de vue de la géologie de s'inspirer de leur projet et réciproquement. Et le deuxième point, c'est que c'est une zone qui est considérée comme sacrée par les peuples premiers de cet endroit. Et donc, ce qui pose des questions en termes de débat, d'acceptabilité. Est-ce le bon endroit pour mettre ces déchets? Donc, c'est un projet ils ont ce projet de stockage géologique, mais ça avance pas très vite. Et donc, le pays qui est le plus avancé, c'est ce qui est en page... il n'y a pas de page, mais 15, c'est la Finlande, qui, en fait, creuse sous ses centrales nucléaires, à peu près. Enfin, voilà. Donc, Olkiluoto, c'est une presqu'île très jolie, boisée, tout ça, dans laquelle ils sont en train de construire un EPR, entre autres. Et en fait, en Finlande, ce sont les exploitants nucléaires eux-mêmes qui sont responsables du stockage de leurs propres déchets. Il n'y a pas l'Andra, comme on a en France. Et donc, ils ont choisi de le mettre à la cave, on va dire. Parce qu'ils ont vérifié que les propriétés géologiques leur convenaient. Donc c'est le pays le plus avancé dans cette option. Un certain nombre d'autres pays, comme c'est mentionné, regardent. Et puis il y en a qui, pour l'instant, choisissent de ne rien faire. Merci beaucoup. Et du coup, je permets juste d'embrayer sur la question, mais si on revient sur les questions de pourquoi ce choix, moi j'avais une petite question avant qu'on aurait bien aimé poser à Monsieur Bataille, c'est quand est-ce que la France a commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces déchets à haute activité vie longue? Enfin, voilà, peut-être revenir un peu sur quand est-ce que ça a commencé à devenir un objet
peut-être d'information. J'ai pas vu, oui. Une question où Oui, j'arrive. Voilà, la question reste en suspens, mais il y en a sans doute une autre qui arrive. Sylvie? Oui, je me posais la question, en fait, s'il y avait d'envisager une politique à l'échelle de l'Europe, puisque finalement, ça questionne évidemment plus que la France, et que l'Europe est elle aussi un endroit de réflexion à ce sujet-là et de mise en commun des ressources, puisque plutôt que chacun creuser son petit terrier, est-ce qu'il n'y a pas moyen de creuser ensemble une politique? Merci. Très bien. Alors, je vais faire un premier élément de réponse sur l'Europe. Alors, tout d'abord, il y a un double niveau d'intervention. L'Europe a une réglementation. Il y a une directive, en fait, de 2011 sur le fait que les déchets radioactifs doivent être gérés de manière sûre et responsable. Donc, responsable, ça veut dire ne pas se défausser totalement sur les générations suivantes pour trouver une solution et donc commencer à travailler maintenant. C'est ça qui est derrière cette notion. À l'inverse, en France, en fait, il est ressorti fortement des débats autour des déchets radioactifs et ça permettra de se dire, en fait, le sujet est en débat notamment depuis les années 80 dans le monde politique. Il est ressorti très clairement l'idée qu'on n'avait pas du tout envie de devenir la poubelle des autres. Et donc, on a en France une réglementation très stricte disant nous ne stockerons pas sur notre sol de déchets radioactifs étrangers. Ça n'empêche pas au niveau européen qu'il y ait des petits pays qui font des projets pour se mutualiser un peu avec leurs voisins. Voilà, par exemple la Slovénie, qui n'est pas un pays immense. Et voilà, on peut avoir localement des conditions géologiques qui ne sont pas extraordinaires. Donc ça n'est pas impossible. Mais en tout cas, ça n'est pas poussé activement par les grands pays nucléaires qui prévoient plutôt une clause de responsabilité. Chacun gère son histoire, son choix de production par l'énergie nucléaire ou non. Et chaque pays essaye de développer du coup sa solution. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a des travaux entre les pays européens? Donc moi, je pense notamment au programme CITEX, qui s'attache à partager des informations aussi bien sur le volet technique que aussi sur le volet implication des acteurs locaux, justement, dans la gouvernance ou dans le regard qu'on peut avoir au niveau de la société sur les programmes de stockage des déchets nucléaires. Donc, c'est un programme européen où la société civile participe, les experts. Je ne sais pas si l'ASN en fait partie. Je sais que l'IRSN en fait partie, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour pas mettre dans la cagnotte. Donc voilà, c'est un programme européen. Et par contre, CITEX, j'ai pas le détail de l'acronyme, mais je crois qu'il me semble que dans un des dossiers, peut-être on l'avait. Et sinon, je dirais sur Internet, on pourrait le trouver avant la fin de la séance. Peut-être, je vais en profiter pour répondre à la toute dernière question qui est est-ce qu'on accueille des déchets étrangers? Donc, vous avez compris que ma réponse, c'est plutôt non. C'est marqué non dans la réglementation. Alors, il y a une toute petite subtilité, c'est que la réglementation permet, en tout cas, il y a des textes un peu techniques qui permettent, dans certains cas, de faire des échanges. Parce qu'en fait, à La Hague, notamment, les matières radioactives qui arrivent en France pour être traitées, les pays qui envoient doivent récupérer l'équivalent en déchets radioactifs de ce qu'elles ont produit en fait à La Hague. Simplement, c'est un processus où tout est mélangé. Donc à la fin, il y a un petit calcul savant pour savoir quels colis appartiennent à quel pays. Et il y a des pays qui peuvent avoir à la maison les infrastructures pour stocker tel ou tel type de colis. Et donc, il y a des discussions, ça n'a pas encore été fait, mais il y a des discussions en cours avec certains pays pour faire un échange. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment des déchets radioactifs étrangers, puisque c'était à un moment à La Hague, c'était tout mélangé, on met dans des colis, et puis à la fin, les gens s'échangent le colis. Mais voilà, il y a ce système possible d'échange. Alors, on essaye qu'il soit juste, et donc qu'il soit basé sur des équivalences. C'est des négociations internationales un peu délicates. Mais vous pouvez retenir le principe, c'est en principe non, sauf des cas très particuliers d'échange de colis. Merci. Bernard a une question. Dans les projets, les structures d'enfouissement dont vous avez parlé, vous n'avez pas mentionné ce qu'ont fait les Allemands, même si ça date quand même
d'X années à Haas et à Gorleben, ni de WIP aux États-Unis, qui a eu un petit souci quand même, qui leur a coûté quand même 2 milliards. Heureusement que Bernard nous a dit ce matin, oh, je connais un petit peu, je m'intéresse. Voilà. Alors, C'est effectivement, pointu. effectivement, donc les Allemands, ils tentent de mettre leurs déchets dans des mines de sel, parce qu'ils partent du principe que si le sel est encore là, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'eau pour le dissoudre, donc c'est un endroit assez protégé de l'eau. Bon, ça, c'est un raisonnement qui se justifie, hein. Et effectivement, le problème, c'est qu'il se trouve que dans leur mine de sel, il y a eu des infiltrations d'eau, donc ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'ils souhaiteraient. Et le WIP aux États-Unis, c'est un très bon exemple de pourquoi il faut faire attention dans la gestion d'un stockage de déchets radioactifs, parce que il faut être très vigilant à ce que l'exploitant va y rentrer, parce que le risque principal, c'est l'incendie. Donc, vous imaginez, je ne sais pas moi, une machine avec un moteur et puis voilà, qui prend feu au fond et ça se propage et ça enflamme des déchets radioactifs avec derrière des fumées qui vont remonter avec de la radioactivité. Donc c'est vraiment le scénario de risque qui est principalement redouté et étudié pour un stockage d'une manière générale, un stockage géologique. Et au WIP, c'est ce qui leur est arrivé 2 fois. Alors, et il apparaît que c'est parce qu'ils n'ont pas été extrêmement vigilants sur ce qu'ils y mettaient, et donc ils y ont mis notamment des matières inflammables dans les colis, alors que ils étaient censés stocker des choses normalement inertes, enfin qui ne prennent pas feu. Donc ça, c'est un point de retour d'expérience très intéressant, très important, qui illustre bien la vigilance nécessaire, à la fois ce que je vous disais sur la manière de faire les colis en amont, et puis après sur les contrôles à faire par l'ANDRA avant d'accepter un colis, et puis sur l'exploitation et la surveillance. Mais c'est vrai que c'est un point majeur. Alors ça leur coûte cher, c'est vrai. Après, ils ont fait le choix de réparer ou de condamner certains secteurs et de continuer à exploiter le stockage dans d'autres. Voilà. Oui. Non, mais alors ça, par contre, c'est vrai pour tout. Le nucléaire, c'est des ordres de grandeur en chiffres et en durée qui ne sont pas celles de la PME qu'on connaît, quoi. Voilà. Donc, ça coûte souvent cher. Oui. Bon, voilà. Moi, je vous réponds du point de vue de la sûreté. Voilà. Je reviens, Bernard, je reviens. Et le sujet est quand même important. Vous dites, bon, ils n'ont pas vérifié leurs produits, et c'est pour ça qu'il y a eu l'incendie de WIP. Seulement, dans Bure, il va y avoir des produits bitumineux qui sont inflammables. Il va y avoir du magnésium, il va y avoir du sodium, qui sont 2 produits aussi inflammables. Les colis vont dégager de l'hydrogène. Produit inflammable, on a bien vu ce qui s'est passé à Fukushima. C'est bien l'hydrogène qui a provoqué les explosions. Vous dites qu'est-ce qui nous garantit que ça ne se passe pas à Bure, c'est ça? Question qu'on pourra surtout poursuivre. Mais vous avez raison de la poser, mais je dis on pourra la reposer. Gardons-la aussi pour demain. Je me permets du coup de répondre, de compléter la réponse également. Le retour d'expérience, nous aussi, on l'a évoqué dans les groupes de travail de l'ANCLI en partenariat avec donc l'IRSN et le CLIS de Bure, et notamment l'accident de WIP. Et un des points majeurs qui est ressorti, en effet, c'est à la fois le contrôle de ce qui arrive, donc de ce qui part, le contrôle de ce qui arrive, et la problématique aussi, si je ne fais pas d'erreur sur l'ensemble de l'accident, le fait qu'on puisse passer à côté d'une surveillance ou avoir un contrôle qui n'est pas au point. Donc nous, ce qu'on a discuté dans notre groupe d'échange, c'était comment finalement on peut contrôler le contrôle. C'est-à-dire qui va regarder que l'exploitant, quand il fait son contrôle, il fait un bon contrôle et il en sort derrière les bonnes décisions. Voilà, ça fait partie des échanges nous qu'on a eu avec les différents acteurs qui sont dans notre groupe de travail. Comme je dis moi, le contrôle du contrôle. Oui, Bernard, après je proposerais qu'on fasse tourner la parole, mais finissez. Là, voilà. Les colis vont parler de la Hague. Qui c'est qui fait le colis? C'est l'ANDRA ou c'est Orano? Parce que si c'est Orano qui fait le colis, l'ANDRA subit une malfaçon éventuelle d'Orano. Alors, c'est effectivement un peu la chaîne des responsabilités, oui, aussi que vous évoquez. Tout à fait, c'est ce que j'évoquais. Alors,
Les colis sont rarement faits par l'ANDRA. Enfin voilà, ça dépend desquels, mais la plupart du temps, en tout cas sur les déchets dont on parle ici, c'est-à-dire les déchets de haute et moyenne activité, les colis sont faits souvent par le producteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les déchets sont dangereux et donc il ne faut pas les laisser à l'air libre, il ne faut pas que les gens puissent se promener autour et donc il est urgent de les mettre le plus vite possible en fait, dans un état stable. Et c'est pour ça que je vous indiquais que pour assurer que ce ne soit pas n'importe quoi, c'est l'ASN qui donne l'autorisation de faire le colis. Et pour donner cette autorisation, en fait, nous, on consulte l'ANDRA, on consulte l'IRSN et on consulte l'ANDRA. Donc, en fait, l'exploitant va nous proposer une démarche pour faire son colis et nous, on va en fait travailler dessus avec l'ANDRA et l'IRSN. Et ça met plusieurs années, en fait. Il faut plusieurs années de discussion pour se mettre d'accord sur la bonne recette pour faire un colis. Et donc, pour répondre à votre question, à La Hague, les colis actuellement, donc les déchets les plus actifs sont coulés dans du verre et les déchets un peu moins actifs, mais quand même assez actifs, sont compactés dans des... Enfin, Monsieur Romary vous a peut-être montré des photos, mais ils sont compactés en fait dans des colis en inox. Voilà. Et donc, derrière, il y a un système d'assurance de la qualité. Et nous, on met des inspections aussi pour vérifier que les paramètres ne bougent pas. Et l'ANDRA a également un droit de regard en fait, sur la manière dont sont faits ces colis. Donc, il peut y avoir des audits croisés pour éviter ce côté moi, j'ai fait un colis, je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans et je vous le donne à stocker. Voilà. Et c'est un point très, très important. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Voilà. Le conditionnement, c'est cet art de faire un colis dont on sache ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on soit assez confiant sur le fait que tel qu'il a été fait, il assure déjà une bonne sûreté. Merci. Merci beaucoup. Désolée de paraître un peu monomaniaque, mais bon, disons que ça va être mon rôle aujourd'hui, puisqu'on essaie de parler aussi de l'histoire de la gestion et des débats publics. Peut-être nous raconter, vous avez commencé à dire tout à l'heure, Anne-Cécile, que c'est dans les années après 80 que ça a commencé à se poser la question. Et ça s'est posé comment cette question et comment on a eu plusieurs finalement séries de décisions, mais aussi de débats publics sur cette question qui ont conduit à aujourd'hui à être à l'aube d'une phase industrielle pilote sur Cigéo. Et puis, du coup, peut-être du point de vue de l'ASN, parce que vous avez un rôle important dans la structuration des espaces de débat sur ces questions-là, mais aussi du point de vue de l'ANCLI sur comment s'est posé la question de l'information du public, en général sur le nucléaire, c'est plutôt ça l'objet, et en particulier sur la question des déchets. Alors, donc, tout d'abord, peut-être si on retrace un panorama un peu en prenant du recul, donc les activités vraiment industrielles du nucléaire, elles ont commencé dans les années 60. Et à ce moment-là, les exploitants, donc c'était beaucoup le CEA qui était aux manettes, les activités nucléaires, elles avaient dans un premier temps pour but de doter la France de l'arme atomique. Et ensuite, dans un deuxième temps, on s'est dit qu'on pouvait faire de l'électricité avec. Et c'est là qu'est rentré en jeu un deuxième acteur qui est EDF. Mais donc, au tout début, les gens du CEA, ils avaient une gestion des déchets qui était un peu gouvernée par l'urgence de doter la France de ce programme atomique pour assurer son indépendance, etc., au lendemain de la guerre. Et donc, ils ont mis les déchets où ils pouvaient. Et donc, c'est essentiellement, ils les ont mis en tas dans des fosses. Alors, ils ont creusé des trous, ils ont mis du béton, et ils les ont mis en tas. Et donc, vous trouvez encore de nos jours certains déchets qui sont dans ces fosses, à Marcoule notamment, et qui doivent faire l'objet d'opérations très complexes de récupération. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas envoyer des êtres humains, en fait, les ramasser à la petite cuillère. Et donc, si on veut récupérer des déchets anciens, il faut en gros reconstruire une usine au-dessus de la fosse pour aller récupérer avec des robots tous ces déchets. Mais dans l'immédiat, les gens avaient confiance dans la science, ils se disaient on trouvera une solution, on s'en occupera après, on les isole. Pour l'instant, ils ne posent pas de problème dans leur trou et on les reprendra juste après. Et puis, en fait, le temps passe et puis ça n'a pas toujours été la priorité. Alors, les industriels ont néanmoins progressé, c'est-à-dire qu'ils se sont dit c'est quand même idiot ce système où on découpe des combustibles et puis on met les déchets dans des trous. Et donc, ils ont créé un procédé dès les années 70 permettant, comme je vous le disais, de couler les plus dangereux dans du verre. Et c'est ce procédé qui fonctionne maintenant à La Hague et qui permet justement de stabiliser ces déchets et que, dans leur état actuel, ils ne sont pas très dangereux. Ils sont dans un état sûr.
Donc c'est mieux. Et dans les années 80, dès la fin des années 70, il y avait des questionnements sur quelle est la bonne solution pour leur gestion définitive. Et la question du stockage géologique a émergé comme idée dès cette fin des années 70, début des années 80. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a quand même un historique assez long. Et c'était porté par des discussions aussi à l'international déjà dès cette époque. Et c'est au moment où il a fallu concrétiser quelque part ce projet et commencer à se dire, certes, un stockage géologique, mais où, que le débat est vraiment venu sur la place publique. Voilà, donc on va dire années 70, c'est un monde d'ingénieurs qui ont des idées, qui développent des procédés, et années 80, voilà, le débat vient dans les territoires. Voilà. Est-ce que c'est chez moi? Est-ce que c'est chez toi? Et quel est le meilleur sol pour implanter ce type de stockage? Et donc, vers la fin des années 80, il y a eu la recherche d'un certain nombre de sites qui ont posé des difficultés locales, voilà, les gens étant pas forcément très enthousiastes à l'idée de voir ce genre de projet se développer chez eux. Et là, c'est très dommage, et je pense que le mémo de Christian Bataille sera très utile, mais c'est ça qui a amené Christian Bataille, du coup, à porter une loi, la loi de 91, pour essayer de clarifier les règles du jeu, en fait, pour rechercher ces sites, pour réfléchir sur est-ce qu'il y a des alternatives, hein, déjà à l'époque, la question est-ce qu'on peut faire autrement. Et donc la loi Bataille disait il faut réfléchir à 3 axes, le stockage géologique, l'entreposage et puis la transmutation des actinides mineurs. Enfin voilà, la transmutation en gros d'un certain nombre de produits radioactifs. Effectivement, cette question de transmutation a été un petit peu évoquée tout à l'heure par les premiers intervenants, mais n'hésitez pas à en reparler, mais comme étant ce qui avait été très prometteur à une époque, mais qui n'a pas pour l'instant complètement avancé sur un plan technique. Tout à fait, voilà. Alors maintenant, on est 30 ans plus tard, et effectivement, ces 3 axes de travail, il n'y en a qu'un seul qui a avancé suffisamment. Les 2 autres, c'est pas qu'il n'y a pas eu de volonté de les faire avancer, mais effectivement, on pourra y revenir, mais la transmutation, ça résout pas tout, quoi. Et déjà, c'est pas faisable industriellement pour l'instant. Ça nécessite des réacteurs, plein de réacteurs. Donc, pour ceux qui sont contre le nucléaire, l'idée de construire plein de nouveaux réacteurs pour faire de la transmutation, pareil, ça se discute. Et puis, il restera quand même des déchets radioactifs à gérer. Et voilà. Et donc, la loi a permis quelque part de donner un cadre et une visibilité aux acteurs. Et ça a permis aussi, dans la même période, je pense que vous pourrez le redire, mais dans les années 80, c'est justement le début des CLI, etc. Et donc, ça a permis aussi d'ancrer ce débat. Et nous, à Essen, vers les années 2000, on s'est rendu compte que, certes, les travaux progressaient bien du point de vue industriel, mais il y avait certains points de la gestion des déchets qui nécessitaient une plus forte coordination entre les producteurs de déchets, l'ANDRA, et puis une plus forte mise en débat, en fait, notamment avec les associations antinucléaires. Et c'est là qu'on a suggéré au gouvernement de faire un plan national de gestion des déchets et matières radioactives qui cadencerait quelque part ces travaux, qui mettrait autour de la table les différentes personnes pour les obliger à travailler ensemble, pour les obliger aussi à rendre des comptes, parce que les travaux du PNGMDR, ils sont publics. Donc ça oblige les producteurs de déchets radioactifs à dire ce qu'ils font, à expliquer où ils en sont de leurs réflexions. Et donc, depuis les années 2000, on est plutôt dans ce mode-là de fonctionnement où les choses sont très débattues. Il y a beaucoup de choses publiques. Alors, bien sûr, ça ne passionne pas tous les citoyens, c'est normal, on a chacun un temps limité à consacrer à un grand nombre de sujets, mais ceux que ça intéresse peuvent trouver sur Internet énormément de ressources en fait, pour voir quels sont les débats sur ces questions. Merci. Oui, donc pour revenir aussi un petit peu sur l'historique, donc notamment dans les années 80, en 1981, avec la circulaire Mauroy, qui a dit justement que autour des installations nucléaires, à l'époque les grands équipements énergétiques, il était nécessaire d'avoir des instances locales d'information. Donc c'est là où vraiment, comme Anne-Cécile, si je ne me trompe pas, Anne-Cécile disait qu'on a eu une implication et en tout cas un début d'information des populations locales autour des installations nucléaires. Alors après, j'ai mon point de vue aussi, je porte le point de vue de l'ANCLI, mais je porte le mien aussi. Il y a eu une réelle avancée, en fait, plutôt dans les années 90, après l'accident donc de Tchernobyl, et puis dans les années 2000, avec, en 2006, l'obligation, un réel statut
pour les commissions locales d'information. Donc elles ont été inscrites dans la loi pour définir leur rôle, leur mission et finalement surtout leurs droits d'information de la part des exploitants, de la part de l'autorité de sûreté. Donc on a eu vraiment une avancée au fil du temps de l'information. Nous, ce qu'on prône, mais comme l'ASN, évidemment, c'est l'information et la transparence. Ma collègue donc, disait qu'il y avait énormément de choses sur Internet. Donc oui, il y a beaucoup de choses sur Internet. Moi, ça fait donc 9 ans maintenant que je travaille dans le domaine nucléaire, de l'information de la population. Avant, ça pouvait être sur Internet. Personnellement, je m'y intéressais pas plus que ça. Et aujourd'hui, après 9 ans dans le domaine, on se rend compte quand même que même s'il y a de l'information, elle est, pas forcément... elle n'est pas des plus pédagogiques pour beaucoup. Et pour certaines, nous, si je prends un sujet qu'on a en ce moment, donc c'est les combustibles usés qui rejoignent un petit peu le projet CIGEO. C'est la difficulté en fait d'obtenir des informations finalement complètes, claires, et c'est vraiment une volonté quand on va voir l'inventaire de l'ANDRA par exemple, qui nous donne toutes les quantités de matières et déchets radioactifs qu'on a en France. Moi, je dirais pour le commun des mortels, c'est pas forcément toujours très lisible. Donc, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, mais voilà, moi, à mon titre personnel, c'est vrai que c'est pas forcément très très facile de l'appréhender. Sur le processus en fait qui a accompagné donc les choix de gestion des déchets, et notamment donc le stockage géologique profond. Voilà, il y a eu plusieurs étapes, on en a parlé. Il y a eu au départ, il y avait 4 sites, si je ne me trompe pas, qui étaient possibles. Et puis ensuite, on a dit, avant, on a dit on fera un stockage. Ensuite, il y avait 4 sites en débat, sur la table. Ensuite, il n'y en a eu plus qu'un. Et depuis, il y a eu plusieurs moments de consultation, de concertation. Alors, moi, je mets la nuance entre consultation et concertation. C'est pas la même chose. Quand on vous consulte, on vous demande votre avis, on le prend en compte ou pas. Là, aujourd'hui, moi, je crois qu'on est quand même sur une phase vraiment de concertation où on passe un cap quand même. On a un avis qui va figurer plus fortement dans les décisions. En tout cas, c'est ce que nous, l'ANCLI, on espère. Et c'est ce pourquoi on travaille fortement avec l'ANDRA, avec l'ASN, avec l'IRSN et pour notre sujet, le CLIS de Bure. Sur la phase pilote, de bonne mémoire, je crois, donc c'est quelque chose qui est ressorti des débats précédents. Donc c'est une chose que nous, on trouve vraiment importante. Mais c'est aussi une phase sur laquelle il reste encore beaucoup de questions, donc notamment sur ce qu'on va y faire dans cette phase pilote et également comment elle va être portée à connaissance des citoyens, des acteurs locaux et comment finalement les acteurs locaux, les CLI vont pouvoir je sais pas, amender ou en tout cas apporter certaines choses au projet. Donc moi, on est vraiment attentif à la suite, puisque je dirais pas que ce qui a été fait, c'est déjà fait. Les débats précédents ont porté leurs fruits. Donc là, une grande vigilance sur cette phase pilote. On dialogue beaucoup. On a des échanges techniques sur la gestion globale des déchets, sur la gestion des déchets achats et MAVL, et dans la prochaine étape, sur la phase industrielle pilote. Merci à toutes les deux pour ces premiers éclairages à la fois sur comment s'est construit finalement un processus décisionnel autour des déchets nucléaires et puis l'importance de la transparence et comment là aussi il a fallu construire un système qui organise cette transparence. C'est aussi intéressant, je pense que ce que les participants ont commencé à se dire, c'est que au-delà parce qu'on a parlé ce matin d'associations qui ne venaient pas, et donc des oppositions, mais au-delà de l'opposition, il y a des regards pluralistes, pas forcément opposés, mais pluriels et parfois critiques sur CIGEO sans y être opposés. Donc je trouve que c'est intéressant que vous ameniez ces éléments-là. Il y a quelques questions en suspens. Il y en a peut-être aussi où vous ne vous sentez pas forcément légitime pour y répondre. Si vous voulez répondre à une question, on fera un tour de questions. Si vous avez des questions qui ont germé dans vos esprits pendant ces premières interventions. Et je donnerai la parole en priorité à celles et ceux qu'on n'a pas encore entendus ici.
Alors, je peux peut-être vous apporter quelques éléments de la part de l'ASN sur la question de pourquoi le choix de l'enfouissement, enfin stockage géologique, par rapport à d'autres solutions, et puis la notion de réversibilité. Je peux vous dire quelques éléments sur les mérites de l'argile, mais je ne suis pas capable de vous comparer complètement l'argile et le granit. Voilà, donc si vous voulez, je vais aborder ces 3 points. Alors, le stockage géologique, c'est une question un peu, c'est une espèce de projection dans le temps. C'est-à-dire, on se dit que... on se croit toujours éternel, mais quand on regarde l'histoire, on voit qu'en fait, nos sociétés ont des soubresauts à échéance quand même assez rapprochés. Voilà, donc il y a 300 ans, je pense que Louis XV devait être au début de son règne. La France ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'elle était aujourd'hui. Depuis, on a eu beaucoup de guerres, voilà, des révolutions, des situations très troublées en fait sur le plan social. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, quand les déchets sont trop radioactifs, il faut pouvoir confier leur sûreté à autre chose que la garde et la vigilance sociale, parce qu'on n'est pas capable de la garantir sur des très très longues échelles de temps. D'où l'idée de les confier à la nature et au fait que la géologie assure en fait cette protection. Voilà, donc c'est vraiment un débat éthique, un débat de société, hein, et certaines associations prônent plutôt l'idée de dire gardons-les en entreposage 100 ans, 200 ans, 300 ans, parce que ça donne à la science le temps de progresser. Voilà, c'est un discours qui s'entend aussi. Hein. Enfin voilà, Monsieur Laponche n'est pas là aujourd'hui, mais c'est le genre de solution que lui prône. Monsieur Laponche qui dirige Global Chance. Je dis ça Voilà, parce qu'on a évoqué le nom des associations ce matin. Tout à fait. Et simplement, voilà, nous, ce qu'on dit du point de vue de l'ASN, c'est qu'il nous semble plus raisonnable de ne pas parier en fait sur la stabilité sociale, bien qu'on soit par ailleurs très désireux qu'elle demeure aussi longtemps que possible. D'où ce choix d'aller chercher dans la protection apportée par une profondeur géologique suffisante. Ensuite, l'argile, à cet égard, a des intérêts. D'abord parce que quand on a une couche d'argile suffisamment épaisse, en fait, l'eau ne passe que très peu. Enfin, c'est très sec, en fait. Vous verrez, enfin, vous visiterez le laboratoire à Bure, voilà. Et d'autre part, chimiquement parlant, alors là, je fais appel aux notions de ceux qui ont usé leur fond de culotte sur un cours de physique-chimie. En fait, l'argile, ça a des propriétés de complexantes. Donc, en gros, au niveau chimique, ça attire et ça retient un peu mieux les espèces chimiques et ça limite la circulation, même à un niveau microscopique. Donc voilà, c'est pas juste en fait un tas de terre, l'argile, c'est aussi un tas de terre qui attrape avec ses petits bras la radioactivité pour ne la faire circuler que très lentement. Voilà, c'est ça l'intérêt d'avoir étudié cette formation géologique pour ce stockage. Et enfin, la réversibilité, donc c'est une notion qui a aussi émergé des débats publics, enfin voilà, qui était vraiment une demande citoyenne. Donc c'est aussi intéressant ce que vous mentionniez de dire, voilà, il y a eu de l'écoute aussi de ce qui a été dit en 2006, en 2013 sur les débats publics qui ont eu lieu. Par contre, c'est une notion qu'il s'agit encore de définir, c'est-à-dire quelles en seront les règles du jeu exactes. Et ça, il y a encore du débat. Et une marge d'ailleurs pour ce débat dans les années qui viennent. On a poussé, nous, à ASN, à ce que ce soit précisé déjà sur 2 axes. D'abord, c'est de dire la réversibilité, c'est le choix de faire le stockage un peu différemment de ce qu'on avait prévu de le faire. Donc, on fait le stockage, mais on ne le fait pas pareil. Et donc, c'est la notion d'adaptabilité. Et donc, voilà, il y aura la possibilité de rester un peu flexible finalement sur les techniques utilisées, la manière de l'organiser, voilà. Et il y a aussi la notion de récupérabilité, c'est-à-dire la possibilité d'aller rechercher les colis qui sont stockés, et qui est un challenge en fait, puisque la question c'est pendant combien de temps ? Parce que tant que c'est récupérable, on ferme pas beaucoup. Et quand on ferme pas beaucoup, c'est moins sûr que quand on ferme beaucoup. Voilà. Donc, il y a un moment, il y aura un équilibre à trouver entre le délai que se laisse la société pour pouvoir aller rechercher les colis et puis le moment où elle se dira, on va quand même combler
ces alvéoles et faire en sorte que plus rien n'y rentre et donc que plus rien n'en sorte facilement non plus. Voilà, donc c'est vraiment pareil, une question éthique intéressante, mais c'est une demande des citoyens et la manière dont l'ASN, nous, on va juger le design de Cigéo, il faudra qu'il y ait cette réversibilité qui soit facile à mettre en œuvre pendant une durée assez longue, en fait, au début du stockage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des premières réactions, questions à tout ce qui vient de vous être dit? Qui? Ah bah oui. Oui, mais à part Bernard, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Mais je vous passerai la parole après, hein, il n'y a pas de problème. Mais oui, j'arrive. On a vu que les déchets nucléaires avaient été, dans les années 70, jetés à la mer et qu'aucune sûreté n'avait été garantie et qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien quels sont les effets de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui nous garantit que ce qui va se passer à Cigéo ne donnera pas la même... on va dire, situation de non-garantie, ou je ne sais pas comment dire, la même dangerosité dans 40 ans, puisque ça fait 50 ans. Merci Aurore Ambrine. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, mais bon, après, je ne veux pas empêcher de reparler s'il n'y a pas d'autres questions. Je m'aperçois qu'il y a un truc que j'ai peut-être pas compris. Les déchets, les colis qui sont destinés à Cigéo, ils sont déjà stabilisés, ils seront déjà vitrifiés, bituminés ou pas forcément? Parce que la question que je me pose derrière, si on accueille des déchets vitrifiés, on ne peut pas parler de réversibilité. On ne va pas les dévitrifier un colis. Merci. Donc déjà deux questions. Puis j'ai vu qu'il y a deux demandes de prise de parole ici. Hein. Je ne vous ai pas oublié. Je reviens. Je voulais voir aussi. Je vous en prie. Oui, juste quelques éléments sur justement ces notions de réversibilité et récupérabilité. Je pense qu'au départ, enfin même dans ma tête, au départ, moi, c'était pas très clair la différence entre les deux. Pour la question justement dans 40 ou 50 ans, je crois que c'est là où la réversibilité du projet avec les évolutions techniques, les évolutions technologiques et puis et évidemment, les événements et le retour d'expérience qu'on aura et tout ce qu'on va pouvoir tirer aussi bien de la phase industrielle pilote que des débuts de stockage, c'est là où vraiment la réversibilité a toute son importance jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté de l'équilibre, qu'on se dise, bah non, on continue dans la même optique technique, on y va jusqu'au bout. Sur la partie récupérabilité, moi, il y a quand même une notion qui rentre en jeu, et pour moi, elle est très importante. C'est, on en a discuté récemment dans certains groupes aussi avec l'IRSN, des notions que je n'avais pas forcément en tête dès le départ. Oui, en effet, admettons, il y en a un colis qui pose problème. La première chose à laquelle on pense, c'est aller le chercher, le récupérer. Ce qu'il faut penser aussi, c'est finalement la balance. Est-ce que c'est plus... est-ce que c'est plus sûr de le laisser en place? Est-ce que c'est plus sûr de le sortir? Donc, juste d'un point de vue sûreté technique, est-ce qu'on ne fera pas pire en le sortant? Et puis, une notion qui est importante, et je crois que tous les exploitants nucléaires, et même l'ASN, parce qu'elle a un rôle important à jouer sur cette partie-là, c'est la sécurité des intervenants. Aller récupérer un colis qui a un problème, suivant le problème, pour la sécurité des intervenants, ça peut poser problème. C'est là où peut-être des enjeux techniques, des solutions techniques pour aller chercher un colis qui a un problème, où on va devoir vraiment aller chercher. Je me rappelle d'une discussion où ce qu'on m'a dit, c'est est-ce que donc il y a un colis qui est au fond d'une alvéole, il a un problème. On va aller le tirer. Mais peut-être que le tirer, en fait, comme il avait un problème, ça va le casser. Donc, bêtement, j'ai posé, mais pourquoi on ne pousse pas dans ce cas-là, les colis? Si on les pousse, on ne les tire pas, on ne récupère pas qu'un morceau. Donc, ça fait partie des enjeux techniques, aller récupérer un colis. Mais au-delà de la technique, il y a aussi la balance sûreté et la balance sécurité des travailleurs qui, pour moi, est aussi importante. Peut-être en complément, une réaction. Alors, il faut être très humble, effectivement. La gestion des déchets radioactifs, c'est ce que je vous ai dit, elle s'est un peu faite par essai et erreur.
Voilà, il y a eu un moment où le consensus scientifique trouvait que c'était une bonne idée d'immerger les déchets dans la mer. Et le but, alors c'est là où vous verrez la différence avec le stockage géologique, c'est le but, c'était de diluer le plus possible la radioactivité. Donc le but n'était pas du tout que les colis restent intègres et qu'ils gardent la radioactivité au même endroit. On les a mis dans les endroits où il y avait énormément de courant pour avoir un phénomène, voilà, d'entraînement et de dilution dans la plus grande masse d'eau possible. Donc c'était un raisonnement exactement inverse que celui consistant à dire on va les mettre dans la terre, dans l'argile, pour que la radioactivité ne bouge pas, voilà, qu'elle reste là pour toujours. Donc c'est vraiment deux approches en fait totalement opposées. Voilà. Et donc, et après tout à fait ce qu'a dit Madame Pinot, c'est-à-dire la période de réversibilité, la FIPIL d'abord qui va être assez longue, hein, puis la période de réversibilité qui va être encore plus longue, normalement nous laisse le temps de voir si, à vie humaine, on est en train de repérer déjà une déviation de ce qu'on prévoit. Le troisième point, c'est que pour néanmoins se prémunir de mauvaises surprises, il y a tout un travail qui sera à la base en fait, de la demande d'autorisation de création de CIGEO, qui consiste à simuler voilà, le déplacement de la radioactivité, simuler le moment où dans plusieurs milliers d'années, il y aura de l'eau qui reviendra, il y aura des poches d'hydrogène peut-être qui se formeront, il y aura des phénomènes d'oxydation, de dégradation des colis, même s'ils sont assez solides pour l'instant, et des simulations pour dire voilà, où est-ce que la radioactivité se trouvera, est-ce qu'elle bougera beaucoup, est-ce qu'elle sera capable, je vois la question, de réatteindre des nappes phréatiques qui sont quand même assez loin, hein, parce qu'il n'y en a pas dans l'argile en fait, donc elles sont très, très haut au-dessus ou en dessous, mais et donc ça, ces études-là font partie en fait de la demande d'autorisation de création de CIGEO. Et si on n'est pas satisfait du degré de démonstration qui est apporté à ce moment-là, au vu de la science disponible, on ne pourra pas donner l'autorisation de création. Du coup, il y avait peut-être, dans les questions qui ont déjà été posées, il y avait une question sur le niveau de stabilité des colis. Il y avait la question vitrifiés. sur les verres. Oui. Donc, je reprends effectivement la réversibilité. C'est la réversibilité du stockage, c'est-à-dire la possibilité de les enlever du stockage. Mais je suis d'accord avec vous, vous retirez votre colis, il est toujours dans le verre. Enfin, voilà. Et donc, il n'y a pas, pour l'instant, de travaux consistant à dire on va aller essayer de refusionner le verre ou en faire autre chose. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de travaux dans cet esprit-là. Est-ce que ça répond à votre question ? Voilà, c'est ça. Ah, pardon, je n'ai pas répondu à votre autre demi-question dont je me souviens maintenant. Est-ce qu'ils sont déjà produits ? Oui, une grande partie, pas tous. Ça dépend des types de colis. Alors, peut-être qu'on peut... je ne sais pas si on peut aller... sur les diapos. Toc, 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 un peu plus loin. Un peu plus loin. J'ai apporté un pense-bête, mais un peu plus loin encore. Normalement. Voilà. Alors, vous avez des exemples. Pardon, on peut rester. Donc, vous avez en fait un colis de déchets vitrifiés là-haut. Ça ressemble à ça. Donc, c'est voilà, c'est une boîte en inox. Dans laquelle a été coulé du verre qui contient les éléments les plus radioactifs. À l'intérieur, c'est une espèce une grande masse de verre, en fait, prise, tout mélangé, oui, tout à fait. Il est grand comme ça ? Ouais. Ça se manipule, enfin, voilà. Après, il ne faut pas dormir à côté, hein, bien sûr, mais... À côté, vous avez des exemples de déchets moins actifs qui sont actuellement stockés en surface et donc qui, eux, sont des colis béton, donc beaucoup plus gros. Donc, sont des coques de béton. Des déchets sont mis dedans. L'exploitant coule un mortier de remplissage et il remet du béton par-dessus. Donc là, c'est des trucs beaucoup plus gros et lourds, mais il y a beaucoup moins de radioactivité à l'intérieur. Et puis, il y a des déchets dans lesquels on ne sait pas encore trop bien dans quel type de colis on les mettra. Donc, vous avez des déchets de graphite qui sont en fait les toutes premières centrales nucléaires françaises. On s'était dit, on va faire des grands cubes immenses. Alors, si vous prenez l'A10,
entre Paris et Poitiers. À un moment, vous passez à côté du site de Saint-Laurent et c'est très visible de l'autoroute. Vous avez d'immenses, deux gros cubes près de l'autoroute. Et donc, c'est que du graphite, donc du carbone, qui a constitué nos premières centrales nucléaires. Et le problème, c'est que maintenant, ce graphite est radioactif et on ne sait pas très bien dans quel type de colis, en fait, on va pouvoir le conditionner. Donc, vous avez des déchets qui sont déjà en colis parce que la technologie, elle est prouvée et elle marche bien. Et puis d'autres qui sont encore en attente de traitement. Merci beaucoup. Et donc, j'ouvre un deuxième tour de questions. Vous aviez demandé la parole, je crois, tous les deux. Non, pardon, excusez-moi. À chaque fois, Agnès, je crois que vous levez la main, mais je me trompe. Bernard. Oui, je reviens sur la réversibilité. A priori, pour l'instant, c'est dans 100 ans, Cigéo est plein et on le scelle. Réversibilité jusqu'au moment où on scelle. Réversibilité, c'est pendant 100 ans. Non, c'est pas pour longtemps. En fait, c'est pas encore décidé. Pour être exact. Je vous en prie. La durée exacte de la réversibilité n'est pas décidée, ça doit faire l'objet de débats ultérieurs au Parlement. Mais il va déjà falloir près de 100 ans, en fait, effectivement, en termes de chronique d'exploitation pour mettre dans Cigéo tous les déchets qui sont prévus d'y aller. Donc, bien sûr, pendant qu'il est en exploitation, par nature, c'est réversible. Et l'idée, c'est que la réversibilité se poursuive encore un peu après, pendant une phase de surveillance. Oui, mais on peut choisir de ne pas sceller tout de suite. On peut remplir et monitorer, enfin mettre des capteurs et assurer une surveillance. Voilà, les deux ne sont pas obligatoirement liés. Ce sera vraiment un choix politique de se dire pendant combien de temps on choisit de ne pas sceller. Et ça, c'est un point important parce que vous évoquez l'ensemble de choix politiques qui ont conduit à Cigéo. Et M. Bataille nous aurait raconté ça aussi à sa manière s'il avait pu être là. Et vous dites, il y a encore tout un ensemble de choix politiques. Et je fais le lien avec la question posée tout à l'heure, Aurore Marine, en disant, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne va pas, s'en désintéresser d'une certaine manière, comme on a pu se désintéresser des déchets nucléaires mis dans la mer. Et donc, là, vous venez d'évoquer le fait qu'il y a tout un processus, on y reviendra demain quand on présentera Cigéo plus en détail, puis la phase industrielle pilote est un processus de décision et de débat qui sont déjà prévus pour parler de ça. Et comme vous dites, il y a des notions comme la réversibilité qui sont actées, mais pour autant, concrètement, combien de temps, comment ça marche, l'adaptabilité, ça, c'est pas encore réglé. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ? Moi, ce que je veux préciser sur ça, c'est là où je pense que ce qu'on appelle la vigilance citoyenne est vraiment importante. Enfin, sur plein de sujets, hein, c'est pas que sur le nucléaire. Je pense qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait avoir la même analyse, mais ce qui a été fait auparavant, je pense que la vigilance citoyenne, mais de façon très large, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Enfin, ça c'est mon point de vue. Je dirais qu'à l'époque j'étais pas née, donc mais je pense ne pas trop me tromper. Et c'est vraiment là où on a besoin de cadrer la gouvernance qui va être autour de l'ensemble du processus. C'est pas que la gouvernance pour le site en lui-même. C'est pas que l'implication de la société civile pour le site de stockage. C'est aussi l'implication de la société dans tous les choix politiques qui vont être faits. Donc, on parlait tout à l'heure du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Il y a eu un débat public. Il y a une phase post-débat public. Et c'est vraiment là où on a besoin d'aller, de tout à chacun de s'intéresser. Et par contre, je vous l'avais dit, je crois tout à l'heure, c'est pas facile. C'est pas facile de s'intéresser à certains sujets. C'est pas facile de prendre le temps. Je crois que sur d'autres choses un peu plus locales, hein, enfin quand votre mairie ou il y a une consultation. Moi-même personnellement, je participe pas forcément à toutes les consultations qui sont sur ma commune. Donc l'implication et le temps qu'on y passe, il faut savoir, pareil, hein, pour les CLI, c'est que des bénévoles. Donc le temps, voilà, le temps et l'intérêt, c'est important. De rebondir sur le terme que vous venez d'employer, sur la gouvernance, en fait. Comment se fait la gouvernance de la décision ? Parce que la question de la gouvernance de Cigéo, c'est un terme qui a été évoqué ce matin par M. Abadi quand il est venu expliquer pourquoi cette conférence de citoyens. Et il y a une question qui a été posée par les citoyens de dire qu'est-ce que vous appelez la gouvernance de Cigéo ? Et donc moi, ça m'intéresserait que vous disiez, vu de l'Ancli, c'est quoi pour vous la gouvernance
de CIGEO et la gouvernance souhaitable dans les années à venir, peut-être pour qu'on comprenne en tout cas ce que sont parce que c'est le terme de gouvernance, ça peut vouloir dire à peu près tout et n'importe quoi. Donc Oui. vous le définiriez comment? Alors pour moi, c'est vraiment mettre tous les acteurs autour, alors soit du projet en lui-même, soit des décisions qui l'entourent. Déjà, voilà, projet en lui-même et décisions qui l'entourent, décisions techniques, choix techniques, décisions politiques, parce que voilà, ça, on est certain qu'il y a une décision politique qui se fait autour du nucléaire, et c'est vraiment impliquer tout le monde. Et la gouvernance, pour moi, ça devrait être synonyme de concertation. Comme je disais tout à l'heure, différence entre consultation et concertation. La gouvernance doit plutôt être synonyme de concertation, donc une implication réelle des acteurs locaux, des citoyens. Et ça va, pour moi, de la technique à la politique, si je peux résumer. Merci beaucoup. Alors, il y a une question ici et une question là. J'arrive tout de suite, Baudian. Alors, moi, je voulais revenir parce que tout à l'heure, il y avait eu un terme, de décision acceptable. Alors, justement, moi, j'aurais voulu savoir, parce que entre décision, c'est une grosse généralité, parce que nous, en tant que pourcentage, on ne sait pas réellement en quoi ça s'engage dans le futur, en tant qu'être vivant, en tant qu'environnemental. Est-ce qu'on aura des documents justifiant tout ça? Ou est-ce que ça a déjà été, entre guillemets, statué, discuté, etc. Donc, à la fois, sur quoi on se base pour dire que c'est une décision acceptable et qu'est-ce qui aujourd'hui permet d'en juger? C'est un petit peu ça? Merci. Je prends la question de Baudian et puis je vous laisse répondre. Oui, ça rejoint un tout petit peu ce qu'elle vient de poser comme question. C'est-à-dire que l'ACNIL a dû participer à des rencontres avec les autres partenaires qui ne sont pas d'accord sur le projet. C'est-à-dire que vous avez vu, vous les avez rencontrés peut-être. Et ce matin, on se posait la question à savoir, est-ce qu'on pouvait les rencontrer? Est-ce qu'on peut avoir, parce que maintenant, comme elle disait tout à l'heure, on est à peu près sur l'acte qui a été posé direct sur le nucléaire qu'on ne peut plus revenir, et qu'on n'a pas l'autre sens sur l'alternative, entre guillemets, si je me fais comprendre un tout petit peu. Alors, je ne répondrai pas entièrement à toutes les questions, mais au moins en partie. Il faudra me rappeler, je pense, la totalité de la première question peut-être. Je n'ai pas pris de note. Ce qui est important aussi, nous, dans nos discussions, et vous le soulevez là, c'est que nous, dans les CLI, à l'ANCLI, on a des pros et on a des anti. On a d'ailleurs même de la composition du comité ou de la commission locale. Hein, ah oui, oui, oui. En fait, dans la composition des CLI, comme je dis, on a des élus, on a des associatifs. Si je prends que le collège, si je prends le collège élu, évidemment, il y a des pour, il y a des contre. Si je prends un collège important aussi, donc le collège associatif, on a des associations pro-nucléaires et on a des associations anti-nucléaires. Et pour en citer une bien connue, on a Greenpeace. Greenpeace fait partie, pour certaines CLI, hein, ils sont pas dans toutes les CLI, mais ils sont membres des CLI. Donc on a bien autour de nous de la table, l'ANCLI, elle est ni pro ni anti-nucléaire. Hein. Le but, c'est de... Alors l'ANCLI, c'est surtout de fédérer les CLI, donc on a encore moins d'étiquettes pro ou anti-nucléaire. Si on veut parler en pourcentage dans les CLI, il y a plus de pro ou d'anti-nucléaire. Mais nous, on a des représentants des CLI qui portent la voix des CLI et pas forcément leur voix personnelle de pro ou d'anti-nucléaire. Même si, évidemment, dans leur questionnement, dans leurs avis, on a toujours une connotation. Mais l'ANCLI en soi n'est pas pro ou anti-nucléaire. Donc ça, c'était une première chose. Et la première question... Si je peux juste me permettre de dire un point juste factuel là-dessus. Lors de la prochaine session, la session 2, quand vous irez à Bure, vous allez rencontrer la CLIS, donc qui est donc le comité local d'information et de surveillance, qui est l'équivalent, je veux dire, d'une CLI, mais qui porte sur une installation qui n'est pas encore en activité, contrairement aux autres où il y a déjà des éléments radioactifs. Il n'y en a pas encore à Bure, puisque pour l'instant, c'est un laboratoire. On en reparlera. Et donc, vous aurez l'occasion de rencontrer des membres du CLIS et des membres du CLIS qui n'ont pas tous un avis positif sur CIGEO. Donc voilà, c'était juste pour vous rassurer un peu sur le fait que, même si le COPIL l'a dit, il y a un regret profond que certaines associations aient décliné l'invitation, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez en face de vous que des personnes qui sont favorables ou en tout cas en neutralité par rapport à CIGEO. Voilà.
Voilà, vous êtes plutôt en neutralité, hein, bien sûr. Oui, voilà, complètement. Voilà, oui. c'était juste pour rassurer un peu Bouillon. Et donc la question qui était posée précédemment, c'était mais à quoi on juge qu'une décision est acceptable? Alors, justement, pour cette partie-là, en tout cas, je crois pour le rôle de chacun, quand on donne un avis, ça vaut notamment, nous, pour l'Ancli aussi, hein, mais quel que soit l'avis qu'on donne sur une décision qui est prise, notamment, enfin, on répond régulièrement aux consultations de l'ASN, et c'est quelque chose que, notamment, on a noté dans notre dernier avis, c'est pas parce qu'on donne un avis, déjà, qu'on accepte la décision qui est prise. Enfin, pour moi, c'est une notion importante. On parlait d'acceptabilité. Donner son avis, c'est pas forcément accepter. Même si, enfin, ça veut pas dire oui, à condition que. C'est pas ça non plus. Donc, c'est vraiment important. Moi, je trouve l'acceptabilité, c'est un sujet très complexe, mais voilà, c'est pour moi important de dire que donner son avis, c'est pas accepter. Merci. Et sur la question de décision acceptable, il y avait aussi, donc à partir de quoi on juge ça? Est-ce que c'est pour soi, enfin pour notre génération d'êtres humains, les générations à venir, l'environnement en général? Donc c'est un peu ces questions-là. Peut-être également des pistes de réflexion plus que de réponse. Hein. Dans des processus complexes comme ceci, et vous êtes vraiment, vous êtes à un moment d'un processus décisionnel et on vous demande une contribution, voilà, dans un cadre avec un mandat, etc. C'est important d'être toujours clair sur d'où on parle. Voilà, donc vous représentez la société civile. Quelle expertise on apporte et qui sera le décisionnaire final. C'est très important d'avoir des alternances en fait, de phases de concertation très actives où on va vraiment essayer de ramasser l'ensemble de ce que peuvent apporter les membres du public, les citoyens, les experts, les associations. C'est ce que vous mentionniez, en fait, les associations antinucléaires, pour certaines, ont une expertise très précieuse pour le décideur final. Voilà. Donc, c'est des contributions très précieuses. Et simplement, dans une organisation sociale, il y a un moment quelqu'un qui décide. Alors, il y a des moments où c'est le Parlement, par le biais de vos représentants élus. Il y a des moments où ça va être le ministre qui se trouve être en exercice à ce moment-là. Il y a des moments où ça va être le préfet. Il y a des moments, ce que je vous indiquais sur certaines décisions, c'est l'ASN qui a été instituée pour ça, pour dire, voilà, est-ce que cette installation, elle peut faire telle étape de sa vie. Et donc, il faut toujours être très clair sur les règles du jeu, finalement, sur qui contribue pour éclairer quel décideur. Et par contre, il faut après accepter que quand on donne un avis et qu'on n'est pas le décideur final, voilà, il y aura un décideur final et il faut lui demander qu'il nous explique, mais on ne va pas pouvoir chacun exiger qu'il suive exactement les 15 avis qui auront été donnés. Et ça marche bien si tout le monde est très clair en fait, sur quelle est sa valeur ajoutée au processus à tel moment. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question très candide, mais alors c'est qui le décideur final? Alors sur CIGEO, donc vous l'avez vu, alors il y a la frise. Peut-être qu'on peut reprendre la frise. Oui, la frise qui est dans le qui document. Est page 20-21. Voilà. Donc les prochaines décisions, c'est plutôt le gouvernement qui est le décideur final. Donc actuellement, l'ANDRA a déposé. Donc vous avez un truc qui s'appelle Dossier d'utilité publique 2020. Et donc l'utilité publique, c'est un acte du gouvernement qui dit ce projet, il est au bénéfice de toute la nation, on va dire, et donc on va se donner les moyens de pouvoir le réaliser. Voilà, donc ça, c'est une première décision du gouvernement qui ne dit pas si CIGEO va se faire ou pas, mais si c'est un sujet estimé d'utilité publique. Donc ça, le gouvernement est actuellement en train de regarder ce dossier. Ensuite, vous avez un machin qui s'intitule décret d'autorisation de création. Donc c'est un décret, donc c'est également le gouvernement qui sera le décideur pour autoriser le début des travaux de construction. Ensuite, vous avez une autorisation de mise en service par l'ASN. Donc, une fois que l'installation est construite, c'est l'ASN qui permet d'y mettre la première matière radioactive. Et ensuite, vous avez, dans le cas de CIGEO, un retour devant le Parlement pour voir comment s'est passée la phase industrielle pilote. Et c'est la loi, donc c'est les parlementaires qui décident des suites à donner. Donc, vous avez en fait plusieurs étapes de décision
finale ou semi-finale, avec des responsables identifiés. Merci beaucoup. Et c'est là où on voit, enfin, et c'est important, hein, mais justement qu'il y ait bien, pour moi, une consultation, enfin, ou pour nous, l'Anccli, une consultation à chaque étape, en fait. On sait, enfin, en plus, CIGEO, c'est un sujet complexe par plein d'aspects. Et vraiment, c'est essentiel qu'on fasse des temps de pause, des temps de réflexion, des temps de concertation, des temps de consultation, de regard local, national, international, à chacune des étapes, et évidemment avec la partie réglementaire nécessaire à chacune des étapes. Mais il y a vraiment la nécessité de faire vraiment marche par marche. Pour moi. Merci beaucoup. Il y a une autre question ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part Gaëlle? Alors j'y vais. Donc oui, on voit bien aussi que tout ça, c'est quand même très politique. C'est des choix politiques, même s'il y a des citoyens, même s'il y a des associations, etc., c'est quand même très politique. Et vous nous avez expliqué à l'ASN que le président, enfin, etc., sont quand même liés un petit peu à la décision du président. Imaginons que dans 20 ans, on tombe sur un fou furieux, quoi, en tant que président de la République, et qui change tout ça. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Enfin, je veux dire, on a vu ça dans d'autres pays quand même, où il y a quand même des présidents, voire des dictateurs. Et enfin, ça peut paraître bête comme question, mais je me dis, tout ce joli programme-là, qu'est-ce qui nous garantit qu'il va aller au bout dans ces conditions-là, vu que vous, le gendarme, vous pouvez être amené aussi à être lié avec ce président de la République qui va nommer ce directeur. Je ne sais pas si je suis très claire, mais enfin quand même tout ça c'est très lié à la politique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être créé ou quelque chose qui existe, qui est le garde-fou de ça, justement pour dire même si on a à un moment donné quelqu'un qui déraille, il y aura quelque chose qui va empêcher des choses absurdes de se passer, quoi. Merci. Non, c'est une question effectivement très, très intéressante. Alors d'abord, je reviendrai là sur mon collège à l'ASN. Alors, je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais il ne peut pas prendre de décision tout seul, le président. Voilà, ils sont obligés d'être au moins 3 d'accord sur les 5, au moins. Et à l'ASN, depuis qu'on a été créé avec cette structure, depuis 2006, il n'y a jamais eu aucune décision. Alors, le collège siège 2 fois par semaine. Ils prennent toutes leurs décisions par consensus. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de vote. Moi, je suis d'accord, moi, je suis contre. On a une culture de travail où on discute jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Donc, parfois, on discute longtemps. On demande des compléments d'études. Voilà. Si le collège estime qu'il n'a pas tous les éléments pour trancher, voilà, il demande aux exploitants de fournir des nouveaux éléments, aux agents de l'ASN de les regarder, etc. Donc, on a cette culture de travail. Alors, est-ce qu'elle est résistante au temps? Je vais faire une autre réponse un peu générale. On va retomber en fait sur la solidité juridique générale de la France. C'est-à-dire que quand le gouvernement fait des choses qui paraissent bizarres ou un peu exorbitantes aux citoyens, il se retourne vers le Conseil d'État. Et donc, en fait, tout citoyen peut aller demander au Conseil d'État de disqualifier finalement une décision politique. Et le Conseil d'État regarde à chaque fois si ça a été fondé, d'abord en respect de toutes les procédures, et puis si sur le fond, la décision du gouvernement n'est pas abusive, si elle préserve bien les libertés publiques, etc. Voilà, donc pour les installations nucléaires, c'est comme pour le reste, et on a un certain nombre de contentieux au Conseil d'État en cours. Bon, la plupart confirment les positions du gouvernement. Il y a eu quelques cas où, voilà, par exemple, je prends un exemple, il y avait une décision qui encadrait les autorisations de rejet de la centrale de Fessenheim, où il y avait un paramètre où la décision n'était pas bien justifiée. Et en fait, le Conseil d'État a annulé la décision en disant, voilà, vous n'avez pas bien justifié votre décision et donc vous la recommencez. Voilà, donc c'est le garde-fou général qui fonctionne en fait dans tous les cas. Et je pense que si on avait des hommes politiques qui prenaient trop de liberté avec les principes de bonne gestion, il y aurait cette corde de rappel. Merci. On s'achemine vers la fin de cette séquence. Est-ce qu'il y a encore
quelques questions en suspens. Sinon, il y en a encore. Enfin, je ne sais pas si certaines vous inspirent, Anne-Cécile et Coralie, dans ce qui reste là. Mais peut-être vous avez à un moment évoqué le passage de 4 sites à un A-site. Est-ce que vous avez quelques éléments d'explication de comment s'est fait ces choix successifs? Pourquoi on arrive finalement sur ce choix de la Haute-Marne pour accueillir un stockage géologique et du coup pour commencer des phases de test avec le laboratoire qui s'est mis en place? Alors, j'ai pas forcément la réponse sûre et complète. Pour moi, il y avait une première chose, il y avait des différences géologiques entre les sites. Donc, il y a eu un premier choix plutôt technique-scientifique. Et je crois aussi ensuite qu'il y a eu des décisions plutôt locales, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, qui en voulait et qui en voulait pas. Voilà, je ne veux pas m'avancer plus sur la totalité de la réponse, mais pour moi, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect technique et l'aspect plutôt local, politique locale. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos deux intervenantes Oui, effectivement, des questions sur où en est-on sur CIGEO, qui finance, si ça vous inspire. Je réponds juste en partie, mais là, pareil, alors là, je prends plus la casquette Ancli, je prends la casquette vraiment personnelle. Pour moi, c'est tout le monde, puisque à partir du moment où on consomme de l'électricité, sur la facture, forcément, il y a une partie, pour la gestion des déchets. Mais voilà, c'est juste cette partie-là. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, mais... Oui, la plus grosse part du financement est effectivement apportée par les producteurs de déchets radioactifs. C'est le principe bien connu pollueur-payeur. Et donc, l'ANDRA est financé pour le projet CIGEO et pour, d'une manière générale, les projets de stockage par les industriels, pas très nombreux. Donc on va avoir EDF, Orano, le CEA essentiellement, qui ont des déchets de haute et moyenne activité à payer. Et puis voilà, il y a des taxes spécifiques pour accompagner la R&D autour du stockage et également pour les territoires autour, voilà, pour qu'il y ait un espèce de contrat social avec les territoires, enfin le territoire en l'occurrence qui, comme le disait Mme Pinault, a bien voulu se prêter au jeu du laboratoire. Merci beaucoup. Avant de vous libérer, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des commentaires? Oui, j'arrive. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une des actions de l'ASN comme gendarme du nucléaire, où vous avez constaté quelque chose et mis en place une action assez directive qui était une décision irrévocable et qui a été mise en œuvre par rapport à un problème de sécurité que vous avez identifié? Merci. Et on prend la question de Sylvie en même temps. Alors, bon, c'est peut-être une question un peu, comment dire, trop triviale, mais est-ce qu'il y a eu des calculs qui ont été faits pour savoir quel était du coup le prix de revient d'1 kilowatt fourni par l'énergie nucléaire, sachant en fait tout ce qu'elle inclut, c'est-à-dire de l'extraction à la production, au recyclage, à l'entreposage, au stockage, parce que ça paraît tellement énorme que je me dis comment ça peut être rentable en fait, puisque c'est quand même beaucoup de choses. Si on le payait au vrai coût en intégrant les externalités négatives en fait, c'est un peu ce que... Ok, merci. Peut-être, je laisserai Mme Pinault répondre sur qui a un avis sur les coûts, mais le nucléaire est un domaine dans lequel les externalités négatives, comme vous dites, sont en tout cas prises en compte. C'est-à-dire que les exploitants nucléaires sont obligés d'évaluer combien va leur coûter le démantèlement de leurs installations et la gestion de tous leurs déchets, et de provisionner l'argent dans leur compte et d'y affecter, alors c'est un peu technique, mais d'y affecter des actifs. C'est-à-dire, en gros, ils sont obligés de dire ça va me coûter tant de milliards, parce que ça se compte plutôt en milliards, et ces milliards correspondent à je ne sais pas moi, les actions de telle société, tel parc immobilier, des prises de participation, ceci, cela. Et donc ça, c'est la Direction générale du Trésor au sein de l'État et la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est une direction générale du ministère de l'Environnement. Je crois que vous verrez Monsieur Louis à un moment. Tout à fait, on le verra lors de la session 2 qui sera... D'accord, voilà. Donc
Donc, et donc, il y a un contrôle qui est fait sur ce qu'on appelle ces charges de long terme. Donc, par rapport à d'autres industries polluantes, finalement, le nucléaire a cette spécificité que non seulement les exploitants doivent faire cette évaluation, mais en plus, ils doivent mettre des sous dans un petit cochon et ne plus y toucher et ne pas l'utiliser à autre chose. Voilà. Après, il y a des discussions sans fin auxquelles l'ASN contribue sur est-ce que le petit cochon est assez gros et est-ce qu'on a bien évalué toutes les charges qui vont venir. Alors, nous, on donne un coup de main à la DGEC, puisque comme on connaît bien les installations, en fait, on regarde ce que les exploitants ont prévu comme scénario et on signale toutes les fois où il nous semble qu'ils sont un peu trop optimistes. Donc voilà, tous les 3 ans, on donne un avis au gouvernement en disant ça, il faut sans doute un peu plus, ça, il faut sans doute un peu plus, mais on ne rentre pas vraiment dans l'argent. Nous, on rentre plutôt sur le scénario technique. Voilà. Par exemple, monsieur machin me dit que telle usine va être démantelée en 5 ans. On sait que ce n'est pas possible. Techniquement, il leur faut au moins 20 ans. Donc, il va falloir payer des chefs de projet pendant 20 ans, des ouvriers pendant 20 ans. Et donc, globalement, ça va leur coûter à peu près 4 fois plus cher. Voilà. C'est le genre d'analyse qu'on peut faire. Merci. Il y avait... Oui, pardon. Sur la partie des coûts, oui, c'est une question alors, qui est très régulièrement posée déjà dans les CLI, qui sont notamment les CLI où on a un site en démantèlement, par exemple. Hein. Sur le coût du démantèlement, c'est vraiment une question au milieu de beaucoup de débats. Et donc, de mémoire et de... on va souffler dans l'oreille. Pour moi, il y a deux analyses importantes qui ont été faites. Donc, une par la Cour des comptes, a priori, hein, pour un coût global. Et je pense aussi que pour avoir un peu un deuxième avis, moi j'ai en tête une analyse de l'Institut Négawatt, voilà, qui n'est pas forcément réputé pour être pro-nucléaire, qui n'est pas forcément anti, mais en tout qui est plutôt un avis complet, technique, mais si vous voulez un deuxième ton, un deuxième son de cloche, il y a l'Institut Négawatt qui, je pense, a fait des évaluations de coûts et notamment, oui, aussi, pardon, des comparatifs avec d'autres types de production d'électricité. Merci beaucoup. Peut-être pour revenir sur un exemple d'intervention voilà, musclée du gendarme du nucléaire. Quand est-ce que le gendarme sort le carnet à souche? Alors d'abord, effectivement, nous, notre travail, c'est plutôt de prévenir que de guérir. On a une posture dans laquelle, comme je le mentionnais, on a des inspecteurs en région. Ils vont assez régulièrement sur les sites. Ils connaissent bien les installations et les process et ils passent beaucoup de temps à discuter avec les exploitants nucléaires, à leur signaler les problèmes. Et pour nous, une bonne résolution, c'est à la limite quand l'industriel dit « Ah bah oui, zut, voilà, j'avais pas vu, je corrige tout de suite, je mets en place une procédure pour que ça ne se reproduise pas. » Et auquel cas, si on est face à un industriel qui est responsable et qui est de bonne volonté et qui fait ce qu'il doit faire, on ne va pas activer de mode de punition. Parfois, on a des industriels qui mettent un peu plus de temps à comprendre. Et donc, notamment, je vais prendre un exemple assez différent. Il y a une installation nucléaire à Saclay qui est exploitée par Sysbio, qui fabrique des médicaments radiopharmaceutiques. Donc, il fabrique notamment ce qui sert à faire les scintigraphies à l'hôpital. Et donc, à l'endroit où c'est produit, cette usine, en fait, elle concentre énormément de radioactivité. Elle est assez ancienne et elle avait un système de protection incendie pas du tout aux normes. Donc, on leur a demandé gentiment. Ils n'ont pas trouvé l'argent et l'énergie pour le faire. Puis, on leur a demandé un peu plus fermement. On les a mis en demeure. Et à la fin, on est allé consigner une somme. C'est-à-dire qu'en fait, on est intervenu par un comptable public pour aller prendre sur leur compte l'argent jusqu'à ce qu'ils aient fait les travaux. Voilà. Donc là, tout d'un coup, ça a motivé. Et donc, c'est une installation qui se met en conformité. Un autre exemple, toujours à Saclay, toujours pas très loin de Paris, le CEA avait un réacteur nucléaire dit de recherche qui s'appelle Osiris, qui était vraiment une installation un peu vieillotte. Et donc, celle-là, en 2009, l'ASN a dit, écoutez, voilà, vous n'êtes plus aux normes, donc... Et vous n'avez pas prévu de le remettre aux normes de sûreté modernes, donc vous l'arrêterez au plus tard en 2015. Et donc c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a ordonné l'arrêt de l'installation, pas tout de suite. On a laissé quelques années au CEA pour prévoir la suite, faire d'autres projets, mais voilà. Et effectivement, cette installation a été arrêtée et elle est actuellement en cours de démantèlement. Et enfin, mais ça, on ne peut pas trop communiquer, nos inspecteurs ont effectivement des pouvoirs de dresser procès-verbal. Donc, de temps en temps, quand il y a notamment des phénomènes un peu
de pollution localement mal gérée. Voilà, un produit chimique qui a été déversé par erreur dans la rivière par un exploitant nucléaire, comme ça arrive parfois sur un site industriel, on peut être amené à transmettre au procureur en fait un procès verbal et ça lance du coup une enquête avec possiblement des condamnations au tribunal derrière. Pardon, merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce que je vais vous laisser une minute chacune peut-être pour ajouter un ou deux éléments que suite à la discussion, vous aimeriez soumettre à la réflexion ou comme piste de réflexion pour les membres de la conférence des citoyens, à part s'il y a encore une dernière question avant. Oui, j'arrive. Ma question va peut-être être un petit peu bête, mais chaque construction de site a son pourcentage de risque. Actuellement, il y a un pourcentage ou pas? Est-ce qu'il y a des formes d'évaluation des risques en termes de probabilité de risque finalement qui se font ou pas? Alors, effectivement, c'est d'ailleurs, je pense, ça rebondit sur votre question d'avant, qui est c'est quoi, qu'est-ce qui permet de dire que c'est acceptable? Voilà, je fais le lien. Alors, je vais donner suivant deux axes. Il y a le risque d'accident, c'est ce que je mentionnais, c'est-à-dire le risque, je reprends l'exemple d'un incendie de grande ampleur qui conduit à de la radioactivité relâchée, etc. Il y a des évaluations probabilistes qui sont faites. Et suivant les installations, alors c'est des modèles qui sont plus développés pour les centrales nucléaires que pour les installations de gestion des déchets. Voilà, il y a encore des choses à faire, on va dire. Il y a des modèles qu'il faudrait développer pour calculer ce genre de probabilité pour les installations de gestion des déchets. Mais pour un incendie, par exemple, on sait que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment finalement sur les installations industrielles. Donc, on va prendre plutôt une probabilité assez haute. Et la question, c'est après comment on construit l'installation pour que l'incendie n'aboutisse pas à des effets néfastes sur la santé à l'extérieur. Et donc, il peut y avoir des systèmes de blindage, de protection, d'extinction. Et donc, ça va réduire, à partir d'un risque de départ de feu qui est assez élevé, parce que statistiquement, dans une installation industrielle, c'est assez élevé, on peut arriver à des probabilités assez faibles qu'il y ait un impact à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que mesurer les effets de la radioactivité sur la santé, ça passe aussi par des calculs probabilistes. Et ce sont c'est des unités qui ne sont pas du tout faciles à se représenter, mais on calcule des millisieverts. Voilà, vous entendrez peut-être parler de ça. Donc les millisieverts, c'est un calcul de l'effet sur la santé qui correspond à un risque de cancer ajouté en fait dans une population. Mais c'est un agrégat, c'est-à-dire qu'on mélange en fait un peu toutes les formes de cancer, toutes les atteintes possibles aux différents organes. Donc c'est un indicateur qui est très compacté, on va dire. Et suivant les cas, après, il faut, pour une personne personnellement, si elle se retrouve exposée à tel type de radioactivité, finalement, on fera une analyse personnelle de qu'est-ce qui se passe pour elle. Mais pour la population en général, on utilise ces probabilités en fait, qui, à la fin, se résonnent en cancer ajouté. Et on est sur des centaines de millièmes de risques en plus. Enfin, voilà, c'est des risques très faibles en fait à l'échelle d'une population. Sinon, on ne considérerait pas ça acceptable. Et donc, la question de l'acceptabilité, ça va être de maintenir en fait cet effet des rayonnements à un niveau très très bas pour ne pas changer en fait significativement le risque pour la population autour. Côté Anclis, c'est quelque chose c'est une manière de penser que vous pouvez aussi avoir dans les CLI, cette question d'évaluation des risques, des probabilités de. Alors, nous, c'est pas qu'on on va pas jusqu'à regarder comment a été fait l'évaluation des risques. Par contre, évidemment, la sûreté d'un site industriel, quel qu'il soit, enfin nucléaire, mais est vraiment importante. Et finalement, et c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qui est ressorti, notamment après l'accident de Fukushima, c'est de se dire que, quelle que soit la probabilité, en fait, il faut prévoir le scénario. Voilà, c'est plutôt dans cette posture-là qu'on se positionne. C'est pas parce que la probabilité est faible ou qu'on pense même que le scénario ne peut pas arriver. N'empêche que le scénario, on peut y penser, il existe. Et nous, c'est plutôt cette partie-là qu'on va pousser la sûreté jusqu'au bout
Et je n'ai pas les termes des spécialistes, mais je vois une approche déterministe plutôt que probabiliste. Voilà, il faut les deux. Il faut les deux pour prendre les bonnes décisions et mettre les bonnes barrières de sûreté là où il faut. Et c'est plutôt dans ce sens-là que nous, on se positionne. Que la probabilité soit 0,0001 ou 0,1, il faut prévoir. La question ne se pose pas, en fait. Voilà. Merci. Votre mot de la... Oui, je complète effectivement. Nous-mêmes, enfin à l'ASN, on est assez prudent et c'est pour ça que je dis il faut les deux. C'est-à-dire il faut à la fois ce raisonnement en disant on imagine le scénario du pire et on se dit qu'est-ce qu'on fait, parce que les outils probabilistes sont très utiles pour comparer en fait. C'est-à-dire les modèles mathématiques sont toujours un peu faux parce qu'on représente jamais très très bien la réalité. Et donc, en fait, il ne faut pas prendre le résultat du modèle comme une vérité en soi, mais par contre, ça permet de comparer plusieurs solutions en se disant, bah voilà, s'il y a une solution qui augmente le risque 10 fois, ah bah, c'est sans doute pas celle-là qu'il faut prendre. Voilà. Donc, ce sont des modèles à manipuler avec précaution, en ayant conscience de leurs limites. D'accord. Comme vous avez le micro, Anne-Cécile, votre mot de la fin. Voilà. Alors, mon mot de la fin. Donc, en fait, ce que j'indiquais, c'est qu'on est héritier d'une histoire avec le nucléaire, l'énergie nucléaire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, avec des déchets qui sont là, qui ont été gérés, comme je vous l'ai dit, d'abord dans une phase un peu essai-erreur, et puis avec des méthodes de plus en plus robustes, en tout cas pour faire des colis de plus en plus sûrs. Et grâce à un débat social assez nourri au cours de ces 30-40 dernières années, on a voulu explorer plusieurs voies et celle qui paraît quand même la plus sûre du point de vue du contrôle à long terme, en tout cas, c'est le stockage géologique profond. Et donc l'enjeu, c'est de faire ce stockage géologique dans de bonnes conditions, en se dotant de toutes les analyses techniques utiles et le contrôle, effectivement, vigilant par l'ensemble des citoyens également de ce qui s'y fait, avec la transparence et le temps du débat nécessaire. Mais néanmoins, voilà, il faut quand même se dire que en l'état actuel de la science, c'est la solution qui apparaît la plus sûre et la plus responsable. En tout cas, c'est le message que porte l'ASN. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moi, je prendrai donc ma casquette société civile et spécifiquement donc sur cette phase pilote, c'est comment, sur quoi et à quel moment la société civile doit-elle être impliquée sur la partie technique, sur un suivi, une surveillance de l'environnement, les travaux en eux-mêmes. Enfin voilà, il y a énormément d'étapes même dans cette phase pilote. Et à quel moment l'exploitant, l'autorité, les experts publics doivent impliquer la société civile, de quelle façon, sur les tests de surveillance. Enfin, il y a vraiment énormément de sujets sur CIGEO. Et une question que lors de précédents travaux, je me suis posée, c'est comment aussi cette phase pilote peut être exploitée par d'autres pays, d'autres secteurs d'activité que le nucléaire. Voilà, c'est un projet du coup un peu unique. C'est une étape relativement unique également. Unique, c'est sûr, en France. Et je pense qu'il faut en retirer aussi tout ce qu'on peut en retirer d'un point de vue connaissance, recherche et développement. Et voilà, cette phase pilote doit aussi servir à ça, je pense. Voilà, donc bonne réflexion. Merci beaucoup à toutes les deux, vraiment d'être venues éclairer cette question de comment les décisions se sont prises jusque-là et puis les enjeux aussi pour les décisions futures. Donc merci d'avoir fait ce travail et rétrospectif et un petit peu prospectif qui ouvre la discussion qu'on pourra avoir demain sur CIGEO et puis lors de la session 2 sur la phase industrielle pilote. Donc un grand merci à toutes les deux et bonne fin d'après-midi à vous. Vous nous direz si vous voulez, Anne-Cécile, qu'on diffuse vos slides. Peut-être. Très bien, vous enverrez ça, et bien sûr, sachant que tout ce qui est diffusé par les intervenants, avec leur accord, vous sera transmis pour que vous puissiez les regarder à loisir entre cette session et la prochaine. Un grand merci à toutes les deux, et puis pour vous autres citoyennes et citoyens,
10 minutes de pause et après on entame la dernière séquence de cette journée, qui est une séquence de digestion collective de toute l'information que vous avez eue. Donc 10 minutes de pause pour s'aérer et un grand merci Anne-Cécile et Coralie. Merci.